Vous avez conseillé des présidents, vous avez lancé et dirigé des institutions internationales, vous avez écrit 80 livres. Comment faites-vous pour passer d'un projet à l'autre sans vous disperser? D'abord, ça tient au fait que la prise de conscience de l'aliénation, c'est la prise de conscience du fait que la vie est très brève. Et que comme je ne suis pas sûr d'être réincarné, j'essaye d'avoir plusieurs vies en même temps. Et que j'essaye d'être extrêmement discipliné. Et donc je peux écrire des romans, des essais, des biographies, conseiller des chefs de gouvernement ou faire des institutions internationales ou gérer mon ONG ou faire du piano ou de la direction d'orchestre dans la même journée. Ça suppose beaucoup de discipline et beaucoup de travail, mais c'est pas du travail, je fais ça par plaisir. Est-ce que vous avez déjà connu des passages difficiles et si oui, comment vous faites pour dépasser la peur de l'échec et des critiques? La peur des échecs, je ne ressens pas la peur de l'échec. Même si j'ai sûrement déjà échoué, mais je ne ressens pas. Si on a la peur de l'échec, on ne fait rien. Donc je préfère prendre le risque de l'échec et échouer que ne pas tenter. Une fois, j'ai eu un passage à vide assez difficile, mais François Mitterrand m'avait dit ce jour-là une phrase qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup servi. Il m'avait dit « Vous avez le droit à 24 heures de découragement ». Et c'était vrai. Il ne faut jamais se laisser abattre par rien. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours être en situation d'être intègre, d'être à l'aise avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Si on a la conscience tranquille, si on a l'impression de faire des choses utiles. Le pire, ça doit être d'échouer parce qu'on a fait des choses pas bien. Si on échoue parce qu'on a tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, ben c'est pas grave. Et vous êtes chef d'entreprise aussi avec Positive Planet et votre cabinet? Positive Planet, je préside une ONG, une fondation. Donc oui. C'est pas vous avez raison, c'est comme une entreprise. Ah, je veux dire, vous supervisez des équipes. Oui, c'est ça. Et quel type de manager vous êtes? Très participatif. Je fais confiance. Je fais terriblement confiance, totalement confiance. Quand j'ai choisi quelqu'un, je fais confiance. Après, je cherche à coordonner, vérifier. Je suis exigeant. Mais je suis un peu comme un chef dans un grand restaurant qui vérifie les plats à la sortie en laissant les gens les faire. Après, je corrige pour aider les autres à s'améliorer, mais je fais confiance. Mais je fais confiance à l'intérieur. Rien ne sort sans mon approbation. Et qu'est-ce que vous exigez de vos collaborateurs? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Ce que j'exige d'eux, c'est dans l'ordre la loyauté, la vérité, la transparence, la compétence et l'éthique. Et vous l'exigez aussi de vous-même? Bien sûr, je ne peux pas exiger de quelqu'un d'autre ce que je n'exige pas de moi-même. Alors vous êtes aussi chef d'orchestre. Est-ce que cette activité vous a appris quelque chose sur le management, par exemple la confiance, le respect? Oui, enfin, c'est banal de le dire parce que tout le monde peut le deviner, mais d'abord j'ai commencé de chef d'orchestre il y a assez peu de temps, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai découvert quoi? Que les musiciens ne respectent que celui qui les respecte, Donc il faut les respecter, il faut être attentif à ce qu'ils font. Ils ne respectent que des gens compétents. Par exemple, quand on commence à diriger un orchestre qu'on n'a jamais vu, il va jouer faux, exprès, pour voir si vous allez le voir. Et donc il faut se faire respecter, il faut respecter. Si un musicien fait une faute, il ne faut pas l'humilier devant les autres, il faut créer les conditions de respect, de l'apprentissage. Il faut beaucoup d'humour aussi, c'est très important. Il faut rire, c'est très important de rire avec ses collaborateurs, de les faire rire. L'humour est une technique de management très importante. Et puis il faut créer un projet commun. Quand je commence à travailler sur une œuvre, je l'explique dans le contexte historique, je le remets en perspective. Et j'essaye de leur montrer que ce qu'ils font, ce n'est pas seulement des notes. C'est un tableau, c'est un discours idéologique, c'est une œuvre d'art qui s'inscrit à un moment précis dans l'histoire du musicien et dans l'histoire du monde. Et je les mets en situation de connivence avec ça. Voilà. Vous avez toujours été le premier de la classe, entre guillemets, jusqu'à Polytechnique.
Est-ce que c'était du talent ou est-ce que c'est aussi beaucoup de travail et que vous aviez une méthode particulière? Aucun talent. Beaucoup de travail. Je n'étais pas premier de la classe quand j'étais petit, j'étais dans les premiers. Mais j'étais vraiment premier, loin devant tout le monde, à partir de la terminale et de maths sup, maths spé, polytechnique et ce qui a suivi. J'ai aucun don pour rien. Je travaille énormément. Ceux qui prétendent qu'ils réussissent sans travailler, c'est des menteurs. Je travaillais et je continue à travailler énormément. Donc la réussite, c'est de travailler. Par exemple, il y a des matières où j'étais nul et où j'ai eu des notes excellentes en travaillant. Par exemple, en musique, je ne suis pas doué du tout. Je ne suis absolument pas doué pour la direction d'orchestre. Mais quand vous me voyez diriger, vous avez l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Je dirige sans partition. Je suis très respecté des musiciens. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme travail derrière qui rend le travail, s'il est fait à moitié, fait apparaître les choses comme difficiles. Si le travail est fait très approfondi, ça paraît facile. Un grand pianiste, on a l'impression que c'est très facile. Un pianiste moyen, vous avez l'impression que c'est vraiment difficile. Si vous croyez que c'est difficile, c'est qu'il n'est pas bon. Rien n'est hors de portée du travail, absolument rien. C'est pour ça que je crois que l'histoire du quotient intellectuel, c'est une foutaise totale. La seule chose que je crois, c'est ce qu'on appelle en anglais the grit, en français courant la niaque, et en français sophistiqué la motivation. Que vous pouvez avoir pour quelque chose, ça peut être pour le jeu vidéo, ça peut être pour le foot, ça peut être pour les maths, ça peut être pour beaucoup de choses. Alors ça va avec la curiosité, ça va avec l'énergie, ça va aussi avec la force physique. Hein. Je crois beaucoup à... Vous ne pouvez pas avoir une activité intellectuelle si vous n'êtes pas en forme physique. Il y a des contre-exemples. Beethoven était un immense musicien, mais il était dans une forme physique épouvantable. Moi, j'estime que quand j'écris, c'est un exercice physique. Il faut être dans un état physique exceptionnel pour pouvoir passer des heures concentrées sur un ordinateur à écrire quelque chose de créatif. Donc, et ça, il faut de la motivation, mais aussi il faut une forme physique. Voilà. Et pour garder la niaque et prendre sa vie professionnelle en main, est-ce que vous avez des conseils à donner aux salariés, aux gens qui travaillent? D'abord, devenir soi. Trouver pourquoi ils sont faits. Le chercher. Ne pas se contenter d'un métier qui soit simplement alimentaire. On finit par pas bien le faire. C'est facile à dire, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que, évidemment, que gagner leur vie. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu riche. J'ai eu le privilège d'avoir la motivation de travailler et de faire à peu près ce que j'ai voulu dans ma vie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Mais je crois qu'il faut continuer à la chercher le plus longtemps possible et ne pas s'enfermer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Parce que c'est terrible. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. C'est quelque chose qu'on ne répète pas assez. On ne vit qu'une fois. Et c'est absurde de le passer simplement à gagner une vie qu'on n'a pas envie de mener, quoi. Juste comment vous voyez en fait l'entreprise de demain, celle qui survivra à la crise Je crois que ça doit être une entreprise qui doit ressembler à l'orchestre. C'est-à-dire qu'une entreprise qui soit sans cesse en situation d'exiger de ses membres une amélioration de leurs compétences, un travail en équipe, la recherche sans cesse de nouveaux répertoires, une exigence infinie de la qualité, création d'un sentiment d'appartenance, ce qui suppose d'ailleurs que ça ne peut pas être une entreprise uniquement en télétravail. Hein. Vous ne faites pas un orchestre en télétravail. Vous ne faites pas jouer un orchestre symphonique à distance. On l'a fait pendant le confinement, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc il faut créer un sentiment d'appartenance, d'où l'importance d'un siège social où les gens ont envie de venir, et d'un projet commun. Donc il faut un projet, des lieux conviviaux, le sentiment qu'on peut progresser dans l'entreprise, que les gens puissent avoir une carrière, qui ne sont pas là simplement pour faire gagner de l'argent aux actionnaires, ou qu'on ne perd pas son temps non plus dans des réunions absurdes. Donc le respect des salariés par le respect de leur temps, l'écoute. Et comme toujours, ça passe par le fait de donner une perspective de carrière, d'apprentissage.
C'est l'idée aussi de concourir à créer une économie positive. L'économie positive, c'est ça. Une entreprise ne peut réussir que si elle donne du sens, si les gens sont fiers d'y être parce que ça donne du sens. Et une économie positive, c'est une économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. À mon avis, c'est la meilleure façon de définir avoir du sens. On peut travailler dans l'intérêt des générations futures de plusieurs façons. On peut le travailler en améliorant l'environnement, en améliorant la situation sociale, en améliorant la région où on travaille, en améliorant la gouvernance, en améliorant la place des femmes, des minorités, toute une série de paramètres. Et quand on travaille dans une entreprise qui, dans l'une ou l'autre, ou plusieurs de ces dimensions, travaille pour l'intérêt des générations futures, donc est positive, je pense qu'on a plus de fierté à y être, on a envie d'y rester. Sinon, une entreprise devient ce que j'appelle une collection de mercenaires narcissiques et déloyaux. Ça ne peut pas durer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des mercenaires narcissiques? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est là, mais qui pourrait être ailleurs. Hein. Si on le paye mieux, il va ailleurs. Déloyal, c'est qu'il considère qu'il n'a aucun devoir de respecter un contrat ou de respecter une parole donnée parce que c'est pour lui. Et narcissique, il s'occupe que de lui-même. Et si vous regardez bien autour de nous, beaucoup de gens sont des mercenaires narcissiques déloyaux. Justement, je voulais vous demander, puisque vous avez énormément de projets en même temps, comment vous faites pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? D'abord, vous avez peut-être remarqué que je ne parle jamais de ma vie personnelle. Je ne vais pas déroger à cette règle. On ne sait rien de ma vie privée, c'est très bien comme ça. Je ne la mets pas sur la place publique. Mais c'est une question de gestion de calendrier. Je fais très attention j'ai un emploi du temps très géré. Par exemple, tous les vendredis, nous sommes vendredi, je passe 2 heures sur l'agenda des 3 prochains mois. Et je regarde ce que j'ai comme temps pour moi, pour mes proches, pour mon travail, pour écrire. Je fais très attention à une gestion du temps, à ne pas me laisser balloter. Si on ne se laisse pas balloter, la seule chose que je peux dire, c'est que rien n'est plus important que ceux qui me sont chers. Et quand il y a un choix de temps, il passe avant. Et les salariés devraient tous faire attention à ça? Bien sûr, c'est pour ça que le télétravail est très précieux. D'ailleurs, même dans l'intérêt de l'entreprise, un salarié qui fait passer l'entreprise avant sa vie privée ne sera pas utile à l'entreprise. Il va déraper. Il ne va pas être serein. Il va pas. Pourquoi, même s'il m'arrive d'écrire des messages à mes collaborateurs après les heures de travail, je leur dis explicitement, ne me répondez pas en dehors des heures de travail. Ne répondez pas, surtout pas en dehors des heures de travail. Alors parfois je leur envoie, parfois je le mets en brouillon et je l'envoie pendant les heures de travail, parce que l'idée m'est venue, je l'écris. Mais quand on me répond en dehors du travail, je réponds non, non, ne le faites pas. Voilà. Très important de respecter. Et c'est vrai que le télétravail va réduire cette frontière entre le travail et